Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, nous allons voir comment recouvrir de cuir la console centrale d'une Boxster 986 ou d'une Porsche 996. J'avais déjà recouvert de cuir les accoudoirs de portière dans cette vidéo, mais cette fois, comme la tâche est nettement plus technique, pour ce tuto, je me suis adressé à un vrai pro en la personne de Régis, le fondateur de Reuter Sellerie, dont le magnifique travail fait sur une Boxster 2,5 litres m'avait interpellé. Sur cette voiture, il a intégralement refait l'habitacle, en commençant par le soufflet et le pommeau du levier de vitesse, dont il a remplacé le cuir et repeint les parties en plastique. Puis il a démonté les panneaux de porte pour couvrir de cuir les accoudoirs, la baguette de la poignée et le cache des poignets. Et pour finir, au niveau du tableau de bord, il a refait le volant et la casquette de la console centrale. D'une certaine manière, on peut dire qu'il a sauvé l'habitacle, car il faut savoir que cette 2,5 litres faisait partie des rares modèles qui n'avaient ni cuir ni vinyle, mais à la place, cette espèce d'étrange revêtement en plastique et qui se voulait plus sportif, mais qui au final fut peu apprécié de la clientèle, car le rendu faisait horriblement cheap. Du coup, l'ajout de pièces recouvertes de cuir change radicalement la donne. Mais Régis ne s'est pas arrêté là. Comme si ça ne suffisait pas, il s'est aussi attaqué aux sièges pour les refaire en jouant sur plusieurs matières et plusieurs couleurs de fil, et il a même poussé le délire jusqu'à recouvrir les pièces en mousse qui sont sur l'arceau, et ça rend super bien. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est le travail fait sur la console centrale. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui saute aux yeux, c'est le couvercle du vide-poche avec une estampe de logo Porsche fait au laser. Mais personnellement, ce qui a retenu toute mon attention est le fait qu'il n'y a aucune couture sur la grande pièce centrale, dont le cuir est en un seul morceau. Pour comprendre mon étonnement, il faut savoir qu'il est extrêmement difficile d'adapter le cuir à la forme de la partie concave de la console. La tension est énorme, cela peut se décoller à cet endroit, faire des plis ou encore des bulles. Même pour un sellier professionnel, c'est loin d'être évident. C'est pourquoi certains se simplifient la vie en faisant une pièce de cuir en deux parties, avec une couture qui va permettre de relâcher les tensions du cuir et d'adapter plus facilement la pièce. Cet exemple de la console centrale est l'illustration parfaite du savoir-faire de Régis. Vous comprenez donc pourquoi je me suis adressé à lui pour la réalisation de ce tutoriel, d'autant plus que c'est un professionnel reconnu dans le petit monde des porchistes. Mais avant d'attaquer la pose du cuir, comme d'habitude, on va se demander pourquoi se lancer dans un tel projet et surtout combien ça coûte. La principale raison qui peut vous pousser à faire ça, c'est que sur les phases 1, le rendu du plastique dur de l'habitacle était loin d'être à la hauteur du standing de la marque. À partir de 2000, Porsche a voulu monter en gamme en recouvrant son plastique d'un soft touch qui était très bien quand la voiture était neuve, mais malheureusement, avec le temps, la chaleur et les frottements, cette matière a tendance à peler et se maculer de rayures. Alors, pour corriger ce problème et redonner un coup de jeune, vous pouvez soit repeindre la console centrale couleur carrosserie, ce qui était une option constructeur, soit la recouvrir de cuir, ce qui était aussi une option constructeur, mais beaucoup plus rare. L'avantage du cuir, c'est qu'il se raye quand même beaucoup moins facilement qu'une peinture, en particulier au niveau de la boucle de ceinture. Et franchement, le résultat est bien plus sympa en vrai qu'en photo, surtout au niveau du toucher. Parlons un peu tarif. Si vous le faites vous-même, il faudra compter environ 60 € de cuir et 20 € de colle. Et si vous passez par un pro comme Régis, il faudra compter autour de 420 € pour le démontage et la pose. Alors oui, c'est un budget, mais vous allez vite voir que ça se justifie largement. Allez, on y va. Étape 1. Retirer la console centrale. Pour se faire de la place et éviter d'abîmer des éléments de l'habitacle, Régis démonte le siège pour retirer plus facilement la console centrale. Mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire. En revanche, retirer le casier de rangement est préférable, voire indispensable, si vous avez un levier court. Si vous ne savez pas comment démonter la console centrale pour l'extraire de l'habitacle, je vous rappelle que j'ai déjà fait un tutoriel où j'explique cette opération en détail et dont le lien est, comme d'habitude, dans le descriptif sous cette vidéo. Étape 2, désassembler la console centrale. Avant de préparer la surface, on va retirer plusieurs éléments en commençant par les plastiques latéraux du vide-poche. Il faut glisser un tournevis plat sous le plastique par l'arrière et faire levier pour déclipser les 4 attaches. On ne va pas recouvrir cette partie car elle est bien trop peu visible pour que ça vaille le coup. Notez qu'on peut dévisser le couvercle si on a peur de forcer sur la charnière ou d'abîmer la surface en le manipulant. Mais pour nous faciliter la tâche, nous nous sommes simplement contentés de le recouvrir d'un film plastique alimentaire pour le protéger. Il faut maintenant démonter les caches avant. Les miens sont en cuir car ma voiture avait l'option cuir intégral, donc on ne va pas y toucher. Mais s'ils avaient été en vinyle, on les aurait aussi recouverts de cuir, tout comme le couvercle du vide-poche, comme ce qui a été fait sur la 2,5 litres dont nous avons parlé précédemment. Maintenant, on retire les 3 vis qui maintiennent la serrure. Si vous vous demandez ce que c'est que ces autocollants à l'intérieur, c'est tout simplement un isolant phonique présent uniquement sur la seconde génération de colonne centrale.
Une fois la serrure retirée, Régis en profite pour me montrer le fameux contacteur de la serrure qui fait que votre voiture bip quand vous mettez l'alarme si vous avez oublié de verrouiller le vide-poche alors que la capote est ouverte. Comme la serrure est sortie, on va en profiter aussi pour nettoyer les parties inaccessibles en temps normal. Étape 3, préparer la surface pour l'encollage. Pour que la colle adhère bien à la surface, la première chose à faire est de dégraisser. Mais dans le cas de ma console centrale, il faut surtout retirer la couche de soft touch en utilisant un diluant de nettoyage de peinture auto. Dès qu'on commence à frotter, on voit que la matière imprègne le sopalin. Quand vous avez imbibé toute la surface de la console, après quelques minutes, le soft touch commence à réagir et peluche. Vous pouvez alors enlever le gros de la matière plus facilement en frottant fermement avec la main. N'oubliez pas non plus de faire les recoins en utilisant des cotons-tiges puis un tournevis. Ces zones sont hyper importantes car c'est là que les rebords du cuir vont être collés. Et s'il y a bien un endroit où il ne faut pas y avoir une amorce de décollage, c'est justement sur les rebords. Quand le gros du soft touch a été enlevé, on attaque le ponçage. Cela sert non seulement à enlever les résidus de soft touch, mais aussi à marquer le plastique pour avoir une surface rugueuse afin que la colle adhère mieux. Donc, si vous n'avez pas de soft touch, mais un plastique dur propre aux consoles de première génération, il faudra aussi le poncer pour que la colle adhère. Ensuite, il faut nettoyer à nouveau pour retirer la poussière qui est restée collée à la matière. Si durant cette étape, vous repérez des zones brillantes, c'est qu'il reste du soft touch. Il va donc falloir poncer à nouveau jusqu'à ce que cela devienne mat. Il y a un endroit qui doit être extrêmement propre, c'est la partie concave, car c'est là que la colle va subir les plus fortes contraintes. Il faut donc que la surface adhère particulièrement bien. Régis va donc utiliser un grain un peu plus fort pour être certain que le plastique est à nu et que le relief créé donne une bonne accroche à la colle. Il reste encore à poncer le cache latéral du frein à main qui lui aussi va être recouvert de cuir. Et il est inutile d'être trop insistant comme sur la partie concave car il y aura peu de tension sur une pièce aussi plate. Étape 4, élargir le trou de la serrure. Régis fait un marquage de 1 mm à la peinture blanche pour avoir un repère lorsqu'il va élargir le trou de la serrure afin de passer l'épaisseur du cuir, sinon on ne pourra pas remettre la serrure. Il utilise une tête de ponçage qu'il va faire tourner tout doucement pour éviter que la chaleur due au frottement ne fasse fondre le plastique. D'ailleurs, il s'arrête plusieurs fois pour gratter devant et derrière afin d'enlever les résidus de plastique fondu. Puis il va finir de poncer à la main avec du papier de verre pour adoucir l'angle du rebord. Pour finir, il remet la serrure pour vérifier si l'espace est bien suffisant. Il faut savoir que la serrure des modèles de 2,5 litres, c'est-à-dire d'avant 2000, ne sont pas les mêmes qu'après 2000. Sur la seconde génération de console, le cylindre en plastique noir ressort beaucoup plus, ce qui le rend affleurant en plastique, alors que sur les premières générations, il est beaucoup plus bas et le rebord du cercle plonge de quelques millimètres. Du coup, quand on revisse la serrure, elle appuie sur les rebords et le cuir ressort comme on peut le voir sur cette photo. Il faut donc avoir un trou avec un peu plus de marge et bien coller les rebords du cuir tout autour du cercle. Il ne faut pas oublier de légèrement poncer ce rebord pour que l'épaisseur du cuir ne gêne pas trop à la fermeture. Il ne faut pas étendre le cuir au-delà de quelques millimètres au niveau de la jonction avec le couvercle du vide-poche, sinon il ne fermera plus. Étape 5, coller le cuir. Avant tout, il faut savoir quelle partie du cuir choisir. Régis m'a expliqué que pour le gainage, on prend des cuirs fins prélevés sur le milieu du dos de la bête, c'est-à-dire là où le cuir est le plus souple. Après avoir positionné la pièce de cuir, on se rend compte que quand on cherche à lui donner une forme concave, ça fait des plis. Régis va donc utiliser un défroisseur vapeur pour assouplir le cuir, ce qui va lui permettre de lui donner la forme voulue. Comme le cuir a été imperméabilisé, il n'y a aucun risque que l'humidité ne traverse le cuir. L'autre côté va donc rester parfaitement sec, ce qui est très important pour que la colle adhère au cuir. Pour la partie concave, qui va être soumise à de fortes tensions, Régis applique de la colle au pinceau pour en mettre suffisamment. Les parties qui sont moins délicates vont être pulvérisées avec une colle néoprène en bombe spéciale tapissier. Ces colles résistent à de fortes chaleurs et de basses températures, ce qui est indispensable car l'habitacle subit des variations thermiques de grande amplitude au cours de l'année. Comme c'est une colle de type néoprène, après avoir encollé le plastique de la partie concave, il faut aussi pulvériser de la colle sur le cuir et laisser sécher quelques secondes. Ainsi, la colle va adhérer beaucoup plus vite. Avec ses doigts, Régis évacue les bulles et les plis en maintenant une forte pression. Puis, lorsqu'il sent que toute l'air est parti, il utilise un outil pour créer une pression un peu plus forte sur la matière. Il faut compter environ 5 minutes pour que la colle sèche à peu près. Régis en profite pour relâcher les tensions du cuir en découpant l'excédent du cuir au niveau des parties que l'on va rabattre. Il revient régulièrement pour s'assurer que le cuir ne se décolle pas dans l'angle et qu'une bulle ne se forme pas. Mais d'après lui, il faudra attendre demain pour être certain que la bulle ne réapparaîtra plus du tout.
Tant que la colle n'est pas encore sèche, il ajuste sa découpe et évalue comment le cuir réagit quand il va le tendre pour s'assurer qu'il ne fera pas de mauvais plis. Dès que la position idéale est trouvée, il peut encoller sur le cuir et le plastique à la bombe de colle. L'avantage avec la bombe, c'est que tu es vraiment précis au niveau de l'encollage comparé au pinceau. Et ça sèche beaucoup plus vite. Régis va plier fortement à l'extrémité pour que la tension se maintienne sur la partie encollée. Puis il coupe les languettes que l'on va rabattre dans un second temps lorsqu'on sera sûr qu'il n'y a plus de plis. On remarque qu'elles se rétractent, ce qui montre à quel point le cuir est étendu. On va laisser sécher. Même principe, on prend le doigt, on le garde dans le creux, on pousse dans le creux et on ressort. Pour sortir les bulles d'air. Voilà. Et là on a quelque chose qui tient la route. On constate que la bulle de l'angle est revenue, ce qui oblige Régis à l'évacuer à nouveau. C'est encore mouillé en dessous, j'ai mis beaucoup de colle là. Mais elle va revenir encore, hein. Elle va encore revenir 5-6 fois jusqu'à ce qu'elle sèche. D'accord, donc c'est normal de voir la bulle et à chaque fois on rappuie. Et si vraiment la bulle devait revenir ou persister ou machin, on relève tout simplement ici, on remet un petit coup de colle là-dessus et on reprend par le milieu, on ressort l'air. D'accord. Voilà. C'est pour ça, là, je vais la laisser là, je vais voir si elle revient, on va déjà s'occuper de ça. Donc ça, même principe, on s'embête pas. Hop. On contre-colle. On voit bien aussi la différence d'aspect du cuir, hein, quand on l'a ciré dans les deux sens. Il devient du coup beaucoup plus lisse. Là on rejoint la qualité du cuir Porsche. D'accord. Alors que quand on le regarde comme ça, il est légèrement trop grainé pour un cuir Porsche. D'accord. Donc une fois qu'il est tendu, il est nickel. Aussi on doit sûrement remettre de la colle, ça m'étonnerait que ça colle en une fois. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de pouvoir marquer déjà le cuir pour sa position. Comme la bulle revient un peu trop souvent, Régis va décoller le cuir, mettre de la colle et laisser sécher un peu avant de coller à nouveau. Et cette fois, ça tient définitivement. Au niveau des parties où viennent se clipser les caches, il faut couper le cuir à ras. Régis vérifie l'assemblage, mais comme le cache va lui aussi être recouvert de cuir, il va falloir poncer le rebord de 1 mm, comme nous l'avions fait pour le trou de la serrure, pour que la pièce puisse se clipser parfaitement. Avant de découper le rebord à ras, il faut encoller méthodiquement et attendre que ça sèche. Pour bien appuyer sur le rebord, Régis utilise un outil de tapissier avec plusieurs largeurs d'encoche. Maintenant que la colle est sèche, on découpe à ras avec un cutter très affûté, sinon on risque de déchirer le cuir. N'hésitez donc pas à consommer des lames pour éviter d'abîmer le cuir. Comme par endroits la colle n'est pas tout à fait sèche, pour maintenir une pression sur les rebords du cuir, on reclipse le cache original. On remarque alors en bas une petite marque, mais pas d'inquiétude, on peut facilement corriger cela plus tard grâce à une peinture spéciale cuir que l'on appliquera au pinceau et qui masquera totalement cette imperfection. On remarque aussi que le cuir n'a pas tout à fait le même grain ni la même teinte que celui du cache, ce qui en soi n'est pas plus mal car une uniformité de matière et de teinte rendrait la console centrale un peu fade et monotone. Curieusement, quand je touche le cuir original, j'ai un peu l'impression de toucher du plastique en comparaison du cuir que nous venons de poser qui est beaucoup plus doux. Cette différence de sensation vient du fait que le cuir que nous utilisons est de bien meilleure qualité. Il faut maintenant s'attaquer à une autre partie délicate, le trou de la serrure. On badigeonne généreusement de colle, puis on plaque le cuir. Dès que c'est correctement tendu, on va chauffer légèrement le cuir au décapeur thermique au niveau du trou pour pouvoir le tendre au maximum et lui donner une forme sphérique. L'idée est de commencer à coller le cuir sur le rebord. On peut déformer le cuir car il est très souple, mais ne forcez pas trop non plus, sinon vous allez le déchirer et là c'est difficilement rattrapable. On va se prendre sur à peu près 3-4 mm du bout, c'est ce qui va rester en apparent. Et on lui fait des petites parts de pizza.
Et donc là, si je pousse juste avec le doigt, on voit déjà tout de suite qu'il se met en place. Et bien sûr, si on regarde par là, on n'a pas de coupe, on n'a rien. C'est vrai que les sièges clients, c'est tellement mieux. On va vérifier notre bouton. Voilà. Un bon nettoyage, mais sinon, ça, c'est nickel. Bon, donc là on est bon, on a notre en gros à peu près ligne droite. Donc là il y a quelques plis qui me plaisent en plus, je sais pas si on peut voir. Ah oui, d'accord. Voilà, donc ça on va le redécoller tout simplement. Retendre. Et on le retend, et on est d'accord. Et on retrouve sa ligne droite. Voilà, on retrouve sans ligne pli. propre, sans pli, sans Et rien. sans la bulle qui est restée en place. Enfin, qui est restée collée. Elle ne viendra plus, c'est réglé. Ok. Ensuite, alors donc on n'est pas exactement droit, on a essayé de faire une ligne droite, on va se retrouver un petit peu en biais. Hein. Donc là je suis d'ici, on va se retrouver sur ce point là. On a toujours ce fameux pli ici et ces fameux plis ici. Donc pour contrer ça, on va tout simplement tirer à l'opposé. Et donc là on voit qu'on est déjà pas mal du tout. On a une autre solution de facilité, on fait un petit trou, voilà, on va marquer le rebord et on va se donner du... Casse la tension. Voilà, toujours dans le même principe. Mais d'abord tu tends et une fois que tu as la bonne forme. Oui, il ne faut pas les couper trop loin, c'est surtout ça. Mm. Faut pas être trop ambitieux. Et là, je pense qu'on sera pas mal du tout. Pareil, tu vois, le pli qu'on a là, on va le tirer vers l'avant, sans créer un trop gros ici. Donc ça, je peux vérifier avec la deuxième main à chaque fois. Hein. Mais là, voilà, tac, hop. Donc on voit qu'on a encore quelques plis dans ce sens-là. Donc ça, c'est pareil, on redécolle, on tire un petit peu vers là. Voilà. Même principe, tout de suite. Lui enlever la tension. J'étais pas loin de la correctionnelle là. Le plus dur est fait, il ne reste plus qu'à faire les découpes de finition et remettre les caches pour bloquer le cuir et éviter qu'il ne se décolle au niveau des rebords. Puis on s'attaque à la dernière extrémité. Même principe, 4 doigts, on prend les deux là pour la tension, on tourne un petit peu, et voilà. Les fils, là on voit qu'il y a trop de tension en longueur, on va légèrement décoller, hop. Voilà. On se retrouve avec un beau produit bien lisse. Quand vous faites ça, n'hésitez pas à tout de suite ramener les coins en place. Pour qu'ils prennent déjà quasi sa forme définitive. Là il y a un exemple, tu vois. Je sais pas si tu vois ici. Si, il y a une petite marque. Donc ça c'est ce qu'on va voir sur un cuir maintenant, ce qu'on appelle le cuir pleine fleur. Donc c'est les défauts de la peau de l'animal, tout simplement. On est vraiment très léger. Donc là c'est un hasard, mais même si je l'avais vu avant, je l'aurais laissé. On montre justement qu'on est sur une peau pleine fleur, quelque chose de qualité. Je parle pas maintenant de mettre un morceau comme là en bas qui est plein de défauts et ainsi de suite, mais un petit rappel sur ce genre de choses, oui. Ouais. On voit directement que c'est pas un cuir retravaillé. Retravailler avec des produits pour boucher, Voilà. c'est ça? J'en ai un exemple, voilà. Donc ça c'est la même peau. C'est exactement la même peau, mais à un autre endroit. D'accord. Donc là on est sur les pattes. C'est beaucoup plus granuleux, effectivement. Ah oui, oui, et puis même, toujours la qualité. Ça je m'en sers pour faire les soufflets. C'est tout mou, tu vois, mais je suis pas persuadé que la résistance dans le temps, ce soit très très costaud, quoi. L'avantage pour un soufflet, c'est nickel, parce qu'on est vraiment très souple. Mais je ferai pas un siège là-dedans. On va être presque à ras. Toujours dans le même principe pour bien dégager le trou.
Et comme dit, ce sera l'autre morceau qui va faire la finition de toute façon. Régis va faire un cache en carton qui va lui permettre d'encoller les rebords du cuir sans déborder sur les parties en plastique qui doivent rester propres car elles restent visibles vu qu'elles ne seront pas recouvertes de cuir. Si de la colle déborde, pas d'inquiétude, on peut facilement la retirer en frottant avec le doigt. La jonction au niveau du couvercle peut paraître de prime abord assez disgracieuse, mais il faut garder à l'esprit qu'une fois le gainage terminé, nous allons peindre les rebords du cuir, ce qui va très nettement améliorer les choses. Une fois que la jonction est faite, on enlève le film protecteur du couvercle et on le rabat pour qu'il maintienne la pression sur le rebord jusqu'à ce que la colle soit bien sèche. Il est temps de s'attaquer aux trous du bloc d'interrupteur et du cendrier. Et dès que les découpes à ras sont finies, il faut remettre le bloc pour presser les rebords du cuir pendant que ça sèche. Maintenant, il ne reste plus que le cache latéral du frein à main à faire, ce qui est relativement facile en comparaison du reste. Une fois les découpes terminées, un petit coup de peinture sur l'épaisseur du cuir va donner une finition parfaite. Et puisqu'on parle des finitions, il faut savoir qu'en général, Régis peint à l'aérographe le bloc d'interrupteur et le cendrier avec la même peinture que celle qui a servi à teinter le cuir. Mais comme ma pièce était en bon état, il n'a pas jugé utile de le faire. En revanche, il a voulu peindre le cache en plastique situé à l'arrière du levier de frein à main. Et sur une phase 1, c'est assez simple parce qu'il suffit de nettoyer le plastique et de le peindre. Malheureusement, comme ma voiture est une phase 2, il faut commencer par enlever le soft touch uniquement au diluant, sans poncer, pour que le plastique garde son aspect lisse. C'est alors que nous avons réalisé que le plastique n'était pas du tout le même que celui de la console centrale. Le diluant n'enlevait pas seulement le soft touch, il était carrément en train de dissoudre le plastique de la pièce, ce qui faisait une surface boursouflée impossible à peindre. Du coup, Régis a opté pour le plan B, c'est-à-dire recouvrir cette minuscule pièce avec un cuir très fin pour que ça passe. Pour commencer, il a d'abord fallu réaplanir les surfaces, à la fois à la main avec du papier de verre, mais aussi à la machine car les boursouflures avaient durci. Après avoir trouvé un cuir très fin, Régis l'a ramolli à la vapeur, puis a essayé de le coller et vu la forme de la pièce, cela n'a rien d'évident. Pour ces deux pattes latérales, il a fallu ajouter 2 bandes de cuir et la jonction a été comblée avec de la peinture. Vu l'emplacement des pattes, le résultat s'est avéré parfait quand on a testé. La dernière difficulté est la jonction avec le cuir de la poignée. La surépaisseur créée empêche de clipser proprement. Il faut donc commencer par clipser par en haut, puis une fois que la pièce est en place, avec un petit tournevis très fin, il faut repousser le cuir vers l'intérieur en utilisant le flanc du tournevis pour ne pas trop marquer le cuir ou le déchirer. Avant de remettre la console dans la voiture, il faut faire un dernier test d'assemblage et peindre les derniers défauts visibles. Voilà, c'est terminé, on peut remettre la console centrale dans la voiture et apprécier le résultat final. Voici un petit comparatif avant-après. Mais pour être honnête, la vidéo ou les photos ne rendent pas du tout hommage au travail effectué. L'œil perçoit bien plus de nuances, mais c'est surtout le toucher qui change la donne. J'ai aussi profité du fait que les sièges étaient enlevés pour faire quelques plans où on peut voir la console dans son intégralité sans que le dossier du siège ne vienne parasiter la vue générale. Personnellement, j'adore le résultat final qui dépasse toutes mes attentes. L'habitacle prend un coup de jeune et fait tout de suite moins cheap qu'avec le plastique d'origine. Il reste maintenant à savoir si le temps et l'argent investis dans une telle modification en valent la peine. Pour ma part, je n'ai aucun regret. Maintenant, c'est à vous de voir. Allez, à la prochaine!